Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence, je tenais déjà à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux et on se rapproche mine de rien assez rapidement des 200 000 abonnés. Et ça c'est plutôt chouette. Autre chose, cette vidéo a été une vraie plaie à monétiser. Du coup elle a été légèrement modifiée pour coller aux règles de YouTube, notamment certains passages qui ont été floutés. Voilà, normalement il n'y a plus rien de problématique et ça serait bien que YouTube respecte ses propres règles. À savoir qu'une vidéo peut être monétisée si elle se place dans le cadre d'un débat ou d'un documentaire historique, ce qui est normalement le cas ici. Voilà, merci et encore désolé. Bonne vidéo. Aux États-Unis dans les années 20, un jeune criminel du nom d'Al Capone va marquer son époque et l'histoire, en se hissant au sommet d'un gigantesque empire du crime. Des bas-fonds de New York à sa cellule d'Alcatraz, en passant par son empire du crime de Chicago, vous allez découvrir comment ce fils d'immigré italien est devenu en pleine prohibition celui que l'on considère comme le plus grand gangster de tous les temps. Il fut le Robin des Bois des temps modernes, puis l'ennemi public numéro 1. Il était aussi bien adulé que détesté. Bref, qui était Al Capone ? Brooklyn, 1899. C'est dans un appartement vétuste que voit le jour Alfonso dit Al Gabriel Capone, le 17 janvier 1899. On est alors à la fin du 19e siècle, et les États-Unis connaissent alors une importante vague d'immigration venue d'Europe, et notamment d'Italie. Les parents d'Al Capone font partie de cette vague. En 1893, ils choisissent de fuir la misère de Naples et d'embarquer pour les États-Unis, avec comme beaucoup, l'espoir d'y trouver une vie meilleure. Mais après être passé à côté de la Statue de la Liberté, c'est une toute autre vie qui les attend, bien loin du rêve américain. Ils s'installent dans un quartier pauvre de Brooklyn, aux abords du chantier naval, et c'est là que naît Alfonso, quatrième enfant d'une fratrie de 9. Son père Gabriel est barbier et sa mère Teresa couturière. Mais évidemment, dans un monde aussi impitoyable, il est difficile de s'en sortir, surtout quand on a 9 enfants à nourrir. Alors Alfonso va dès le plus jeune âge se rendre compte que s'il veut s'en sortir, il va falloir qu'il travaille très dur. Il décroche de petits boulots mais va très vite se livrer en parallèle à des activités illicites. Voler dans les étals de magasins ou faire les poches des passants, c'est beaucoup plus excitant et ça rapporte plus que de cirer des chaussures. À 14 ans, il est renvoyé de son école après avoir cassé la gueule de l'un de ses profs. Et comme les petits boulots paient mal et qu'il veut absolument aider sa famille, il rejoint ses premiers gangs. Il sympathise avec un homme vivant dans la même rue que ses parents, un certain Johnny Torrio, qui s'avère être en réalité l'un des patrons de la pègre new-yorkaise les plus influents. Torrio devient le mentor d'Al Capone, et c'est lui qui veut lui mettre le pied à l'étrier et le lancer dans le monde de la délinquance. Alors ok, il fait ça pour que sa famille puisse survivre, mais il fait ça aussi par plaisir, il est vraiment fasciné par l'univers du crime. Et il est très ambitieux. Il réalise plusieurs missions, vol, raquettes, il s'occupe de paris clandestins jusqu'à rejoindre les Five Points, l'un des gangs les plus puissants de New York. Un gang qui comptera dans ses rangs un certain Lucky Luciano, que j'ai déjà évoqué sur cette chaîne. Il n'a alors que 18 ans lorsqu'il est engagé par Frankie Yale, chef des Five Points, en tant que barman. Et lors de l'un de ses services, il fait l'erreur de draguer assez lourdement une femme. Une femme qui s'avère être en réalité la sœur de Frank Galaccio, l'un des mafieux les plus redoutables de New York. Forcément, Frank n'apprécie pas trop les manières d'Al Capone. Alors une bagarre éclate entre les deux hommes et il termine blessé au visage. Ce qui lui laissera une grosse cicatrice sur le visage qui contribuera à créer tout le mythe autour d'Al Capone. Al Capone devient comptable, un statut honnête mais qui ne lui plaît pas du tout. Alors il continue de bosser pour quelques activités illégales. Mais tout bascule pour lui en 1920. Son père meurt et c'était le seul qui parvenait un peu à le pousser vers une vie honnête. Et lors d'une bagarre, il fait l'erreur d'attirer sur lui les foudres des mauvaises personnes. Il est en danger et désormais plus personne ne peut l'empêcher de partir. Il est alors contacté par son ancien mentor, Johnny Torrio, qui lui propose de l'engager dans son affaire à Chicago. Car Torrio est en train de faire fortune dans la contrebande d'alcool. Car oui, on est en 1920, date à laquelle les États-Unis entrent dans une période assez étrange, la prohibition. Depuis la fin de la guerre, on observe un certain relâchement aux États-Unis, une période qu'on appelle les Roaring Twenties, l'équivalent des années folles en France. Le pays n'a jamais été aussi prospère. L'Amérique connaît un boom sur le plan économique, mais aussi social et culturel. Les femmes obtiennent un peu plus de liberté, le cinéma hollywoodien connaît son essor et le jazz devient populaire. Même si la vie reste très dure pour beaucoup, ça reste une période d'insouciance comme on n'en avait encore jamais vu. Et l'une des conséquences de tout ça, c'est la forte augmentation de la consommation d'alcool dans le pays. Chose très mal perçue par tous les mouvements puritains américains, qui sont très influents à ce moment-là. Il y a de plus en plus de mouvements religieux ultra-vénères, et c'est à cette période que renaît le tristement célèbre Ku Klux Klan. Et ces derniers font pression sur le gouvernement américain,
pour arrêter cette débauche qu'ils ne peuvent plus supporter. Oh là là, c'est la décadence, hein. Une décadence qui passe donc pour eux en grande partie par l'alcool, qui empoisonne la jeunesse. Donc le pays se divise en quelque sorte en deux, avec d'un côté une jeunesse qui sort de la guerre et qui aspire à un peu plus de liberté, et de l'autre, tout le contraire, ceux qui veulent plutôt tout contrôler. Et pour éviter que l'américain moyen ne devienne un dépravé, le 16 janvier 1920 entre en vigueur la prohibition, qui interdit la fabrication, le transport, la vente, l'importation et l'exportation de boissons alcoolisées. Donc le fait d'acheter une bière devient illégal, ce qui est quelque chose d'assez fou à imaginer dans un pays comme les États-Unis. Mais bon, dans les faits, cet amendement n'est pas tellement respecté. Voire pas du tout. Un véritable marché parallèle et clandestin naît. Rien que le fait de boire de l'alcool est presque perçu comme un acte de résistance. Et tout le monde s'y adonne. Et c'est dans ce contexte un peu particulier que débarque Al Capone à Chicago, qui va très vite monter les échelons jusqu'à devenir le bras droit de Torrio en 1922. Et lorsqu'en 1925, Torrio est grièvement blessé après une tentative d'assassinat, il choisit de prendre sa retraite et de rentrer à Brooklyn avant de nommer pour le remplacer celui qui se fait désormais appeler Scarface, en raison de sa cicatrice. Al Capone devient alors l'homme le plus puissant de la pègre de Chicago. Il est désormais à la tête du célèbre Outfit de Chicago, une gigantesque famille mafieuse qui, à la différence des autres, ne se caractérise pas ni par une appartenance religieuse, une nationalité ou une ethnie. C'est un milieu très mixte, on y retrouve des Italiens, des Polonais, des Irlandais, des chrétiens ou encore des Juifs. Il baigne dans toutes sortes d'affaires. Vol, meurtre, paris épiques, jeux truqués et prostitution, mais rien ne rapporte autant que la contrebande d'alcool. C'est simple, sans la prohibition, Al Capone ne serait jamais devenu celui que l'on connaît aujourd'hui. Et grâce à ça, il monte un véritable empire. Et à l'inverse de l'image du gangster obligé de se cacher, Al Capone lui se montre au grand jour sans problème. Il a tout le monde dans sa poche, il a rapidement éliminé les gangs rivaux et a réussi à corrompre un tas d'hommes politiques. Il devient une véritable star, les médias lui courent après, le cinéma s'inspire de lui et il donne interview sur interview. Il adore se montrer. Et il est d'ailleurs toujours habillé de manière très chic. Il dépense sans compter pour toujours avoir sur lui des vêtements de grande qualité. C'est là que naît l'image du gangster américain des années 20 incarné par Al Capone. Son allure d'homme d'affaires contribue à lui donner une image d'homme respectable. Et au grand désespoir de certains, Al Capone devient une figure populaire. Il amasse une fortune colossale mais en redonne un petit peu aux plus pauvres, ce qui lui confère une image de Robin des Bois des temps modernes. Même si en réalité c'est évidemment une manœuvre pour avoir le plus de monde possible à sa botte. Comme ça, il est protégé dans les milieux de la haute société et aussi dans les milieux les plus pauvres. Son image devient l'une de ses batailles. Derrière un empire criminel et des actes immoraux, il tente de se faire voir comme le bon samaritain, toujours souriant et qui aide à tout prix les plus pauvres face à l'État et ses lois de plus en plus restrictives. Et ça marche, il est vu comme un modèle pour beaucoup, un peu le symbole du rêve américain. Il est parti de rien et s'est retrouvé à la tête d'un empire. Parce que oui, toutes ces affaires rapportent beaucoup, jusqu'à 120 millions de dollars par an. Soit l'équivalent de 1,5 milliard de dollars d'aujourd'hui. Et malgré ça, son extravagance, ses vêtements de luxe, il conserve son image de Robin des Bois. Il est si populaire que tout le monde semble oublier qu'Al Capone est avant tout un criminel très dangereux. Enfin, presque tout le monde. Le nom d'Al Capone résonne désormais dans toute l'Amérique. Il est à son apogée et semble alors intouchable, et pourtant certains vont tout faire pour le faire tomber. Al Capone n'a quasiment plus de concurrence, à l'exception du gang de Northside, issu de la mafia irlandaise, le dernier grand rival de Capone à Chicago. Et c'est en 1929 qu'Al Capone décide qu'il est enfin temps d'éradiquer ses derniers rivaux. Nous sommes le 14 février, jour de Saint-Valentin. Alors que Capone est en voyage d'affaires en Floride, à Chicago, 7 membres de gang sont arrêtés par des hommes habillés en policiers. Ces hommes travaillent en fait pour Capone. Ils alignent les prisonniers contre un mur et les mitraillent. Et le lendemain, ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Valentin est partout dans les journaux. Et les habitants de Chicago découvrent avec horreur les photos de la scène de crime, particulièrement violente. C'est là qu'une partie de l'opinion publique, qui jusque-là soutenait Capone, découvre la réalité derrière l'image qui s'était forgée. Il appartient à un monde violent, cruel et sans pitié, où la mort peut frapper à chaque instant. Même si l'élimination de ses rivaux est bénéfique à Capone au début, la perte du soutien de l'opinion publique va en fait le conduire à sa chute. Il sent que la chance commence à tourner et décide de fuir Chicago pour Philadelphie, où il est arrêté pour port d'armes illégales. Alors qu'il aurait pu s'en sortir avec le soutien de tous ses avocats, il décide de plaider coupable. En fait, c'est une énième manœuvre pour que les tensions s'apaisent à Chicago. Il passe un peu moins d'1 an en prison avant d'être libéré et de reprendre ses activités. Mais certains vont en décider autrement. Un groupe de patrons se forme. Ils en ont marre de voir leur business sans cesse parasité par la mafia, et de voir la ville de Chicago souffrir de plus en plus de l'image d'un repère criminel.
Ils font alors appel au président américain Hoover, qui traverse alors une crise où il est vivement critiqué pour le krach boursier de 1929, qui plonge des millions d'Américains dans la misère. Et comme il souhaite redorer son image, Hoover accepte d'aider à faire chuter Capone. Une liste d'ennemis publics est dressée et Al Capone figure en numéro 1. Les années 20 sont finies, c'est la fin d'une époque, Capone est devenu l'homme à abattre. Le gouvernement lance alors 2 opérations pour faire tomber Capone. L'une est menée par Elliot Ness, un agent du Trésor américain, et fonde l'équipe des Incorruptibles, une sorte de team d'agents spéciaux qui vont mener une guerre sans merci à Capone, dans le but de le faire tomber pour non-respect de la prohibition. Ils mènent de nombreuses actions contre le circuit économique de Capone, interceptant des livraisons d'alcool de contrebande ou en faisant fermer ses bars clandestins. Ces actions retentissantes menées au grand jour font que l'opinion publique préfère se ranger du côté de Ness. Il est beau, jeune, et il se crée à son tour une image, celle du super flic, seul rempart face à la criminalité. Mais dans les faits, ces actions, même si elles intéressent beaucoup la presse, n'ont en fait pas un grand impact sur les activités d'Al Capone, qui est encore beaucoup trop puissant. Non, vous allez voir que tout va se jouer dans l'ombre. C'est Frank G. Wilson, un agent du fisc, qui va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus inattendu. Au lieu de faire grand bruit avec des arrestations spectaculaires mais qui ne menaient à rien comme Ness, Wilson va lui soigneusement éplucher les dépenses d'Al Capone. Car évidemment, Capone est un type malin. Il ne va jamais lui-même signer une facture. Il a toujours fait en sorte que son nom ne figure sur aucun registre, de telle sorte qu'il n'y ait pas de preuves pour le relier à ses activités illégales. Il a jusque-là toujours un coup d'avance sur les autorités. Mais là, un petit détail va le coincer. Après 1 an à éplucher les comptes des différentes affaires de Capone, les hommes de Wilson trouvent la faille. Malgré les millions de dollars de bénéfices, il n'a jamais payé d'impôt sur le revenu. Mais encore une fois, comme son nom n'apparaît nulle part, il n'y a rien pour prouver que c'est bien lui qui n'a pas payé ses impôts. Alors l'équipe de Wilson va continuer à chercher, jusqu'à enfin trouver. C'est sur une seule facture, concernant un jeu d'argent, que le nom d'Alfonso Capone apparaît. C'est la petite erreur qui va le faire chuter. On est bien loin d'une fin spectaculaire, mais c'est comme ça. Ce qui s'apprête à faire tomber le chef du plus grand empire criminel de l'histoire des États-Unis est une simple fraude fiscale. Depuis le début des années 20, tout le monde savait qu'Al Capone était lié à des affaires de contrebande, de jeux d'argent, de proxénétisme et de meurtre. Mais jusque-là, personne n'avait réussi à le coincer pour ses crimes. Al Capone est arrêté et mis en examen pour fraude fiscale le 5 juin 1931. Le gouvernement n'a rien de son côté qui permette de prouver quoi que ce soit de ses crimes, mis à part la fraude fiscale. Alors Al Capone se dit que bon, max, il prend 2 ans de prison. Ses avocats plaident coupable, mais le juge s'y oppose et ordonne qu'on ouvre un procès. Le procès d'Al Capone s'ouvre le 6 octobre 1931. Ça devient un événement dans tout le pays. L'État va-t-il réussir à faire tomber l'ennemi public numéro 1 ? Al Capone conserve son arrogance habituelle et fait l'erreur de tenter de soudoyer le jury. Mais il est grillé, et ce qui était présenté officiellement comme un procès pour fraude fiscale se transforme officieusement en un procès qui juge Capone pour tous ses crimes. Du jamais vu pour un mafieux. Et à la fin, le jury finit par le désigner coupable. La sentence tombe. Al Capone est condamné à 11 ans de prison. Il va alors être incarcéré à Chicago, puis transféré dans la prison fédérale d'Atlanta. Mais son séjour en prison est assez tranquille. Sa cellule ressemble plus à une chambre d'hôtel, et il continue depuis la prison de gérer son organisation. Mais comme ça commençait à faire tâche, on décide de le transférer à Alcatraz, la toute nouvelle prison haute sécurité américaine, considérée alors comme l'une des plus dures au monde. Pour Capone, c'est la descente aux enfers. Il ne bénéficie plus du tout de ses avantages et est un prisonnier comme un autre. Il y passe 4 ans, mais après avoir été blessé par un coup de couteau, il est conduit à l'infirmerie. Et c'est là que l'on découvre qu'il est atteint de la syphilis, une maladie probablement attrapée dans sa jeunesse. Il est ensuite transféré dans une prison en Californie, mais comme sa maladie s'aggrave, il obtient la liberté conditionnelle. Après être sorti de prison et n'avoir purgé que les 2 tiers de sa peine, il rentre dans l'une de ses demeures en Floride. Il n'est désormais plus maître de rien, seules de vieilles connaissances viennent lui rendre visite. La syphilis s'est changée en neurosyphilis et a depuis atteint son cerveau. Il est régulièrement pris de démence et devient paranoïaque. Le 25 janvier 1947, Al Capone succombe à 48 ans à une crise cardiaque foudroyante. Il s'éteint après avoir marqué l'histoire des États-Unis, et encore aujourd'hui, il est toujours considéré comme le gangster le plus connu au monde. Alors que le gouvernement pensait que la fin d'Al Capone marquerait la fin de la criminalité à Chicago, l'outfit va continuer de prospérer encore des années, faisant de la mafia une organisation plus puissante que jamais. Al Capone, c'est le genre de personnage qu'on adore autant qu'on déteste. C'était une ordure, mais en même temps, de son vivant jusqu'à aujourd'hui, il a toujours suscité une certaine fascination, et il a définitivement réussi à marquer son époque.
Il est l'incarnation de cette période si particulière que fut celle de la Prohibition. Alfonso Capone, c'était le gamin des rues de New York. Mais Al Capone, lui, c'était ce gangster intelligent, impitoyable et amoral, qui est né avec la Prohibition et qui est mort en prison à la fin de celle-ci, lorsqu'elle fut abrogée en 1933. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez au like, aux commentaires, à vous abonner, allez me soutenir sur Utip ou en souscrivant à la chaîne, allez faire un tour sur mon Twitter ou mon Instagram, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.